Comment j'ai rendu fou mon pervers narcissique. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo, je vais un peu me lâcher là. Vous avez souvent la Farah un peu plus cadrée. Là, je vais quand même un peu me lâcher pour raconter en fait ce qui m'est arrivé. Donc restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura quand même des trucs très perso et croustillants aussi parce que on me demande souvent, je reçois souvent des mails. On me dit mais comment t'as fait Farah pour sortir de tout ça, du pervers narcissique, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Donc là, je fais une vidéo et je vais vous raconter les détails, ok? Donc, bonjour, je suis Farah Kay, je suis votre coach d'affaires, j'aide les femmes à devenir des warrior girls dans les affaires et dans la vie. Alors voilà, comment est-ce que j'ai rendu fou mon pervers narcissique? Ça me fait bien marrer. Alors en fait, il faut savoir que quand... je le connaissais depuis à peu près 15 ans, 15-20 ans. Pourquoi? Parce qu'on s'était connus en Belgique, donc moi je suis née en Belgique, et j'ai vécu ensuite 12 ans à Paris. Mais quand on s'est rapprochés, j'étais à Paris, donc dans ma période Paris. Et donc on s'était rencontrés 15 ans, ouais, je crois 15 ans avant, parce que avant j'étais chanteuse, et oui, j'étais chanteuse avant d'être actrice, et avant d'être coach aussi. Et donc, enfin je suis toujours actrice. Et donc on avait bossé ensemble, lui il composait, entre guillemets, il composait, enfin il faisait des sons, tout ça. Et donc on avait travaillé ensemble sur quelques morceaux, 3 morceaux. Et je me souviens que quand on travaillait ensemble, j'avais quand même vu quelqu'un d'assez strict, assez autoritaire aussi. Mais c'est tellement subtil, en fait, je ne sais pas comment expliquer. Donc après ça, il y avait quelque chose qui m'attirait chez lui, physiquement, mais pas du tout. Parce que, pour être sincère, c'est un ton. Je crois que c'est un des hommes les plus moches que j'ai eu dans ma carrière de femme, on va dire. Et c'est vraiment un ton, mais il y avait quelque chose, en fait, qui m'attirait chez lui. Et je l'ai compris plus tard. J'ai compris plus tard ce qui m'attirait chez lui. C'est qu'il avait des choses que mon père avait, qui est PN aussi, entre autres. Donc, à ce moment-là, je ne savais pas. On se retrouve... une fois par an, on se contactait. C'était plutôt moi. Comment tu vas? Parfois, je téléphonais, tout ça. Mais vraiment, c'était une fois par an. Et donc, je suis à Paris. Et je suis fin Paris, donc j'ai vécu 12 ans, donc je devais être dans la 10e, je crois, ou 11e année, peut-être bien la 10e année, ou 11e année. Et j'attendais, en fait, j'ai écrit un bouquin, et j'attendais que l'éditeur me signe le contrat, en fait. Et ça a duré 6 mois. Donc j'étais dans un état assez, j'étais quand même, pas faible, mais enfin dans un état émotionnel et beaucoup dans l'angoisse en fait. Parce que je ne savais pas s'il allait signer, enfin il me disait qu'il allait signer, puis bon bref, en fait, au final on a signé. Donc j'étais vraiment, et j'étais aussi sur la fin des années Paris où j'en avais un peu marre en fait. Parce qu'il faut savoir que quand je suis arrivée, je crois que c'était en 2000, ouais. En 2000, j'ai connu vraiment le Paris, c'était pas le Paris des bains-douches, parce que, enfin, il y avait les bains-douches aussi, je ne sais pas si vous connaissez, et donc chez Castel aussi, vous entendez ça dans la chanson de Jacques Dutronc, J'aime les filles, de chez Castel. Voilà. Alors Castel, c'est un lieu hyper privé. C'est une boîte avec une sorte de salon où tous les gens du cinéma, de la télé, de la politique, enfin voilà, sont centrés là. Et donc, on ne peut pas entrer comme ça. Et puis il y avait les bains-douches, c'était la fin des bains-douches avec, il y avait Cathy Guetta, David Guetta, tout ça. Et donc, ça je parlerai d'une autre fois d'un ex. Et donc, j'en avais marre en fait des hommes de Paris. Parce qu'il faut savoir que les hommes à Paris, évidemment, ils viennent tous, ils sont tous centrés, ils viennent tous de partout en fait, de France, d'autres pays. Et c'est très carrière, c'est très branché carrière, c'est très branché sortie. Il y a beaucoup de compétition, de concurrence. Il y a des femmes plus belles les unes que les autres, des hommes plus beaux que les autres. Et donc, on est très dans surtout le milieu de la nuit que je fréquentais, c'est très, il y a beaucoup de concurrence et voilà, c'est la consommation quoi en fait. On sait, c'est un peu comme les sites de rencontres. Voilà, on rencontre quelqu'un, ça fonctionne pas, ou tiens je sais pas, je vais essayer une autre. Ou, vous voyez, parce qu'on sait qu'il y aura toujours du roulement quoi en fait. Et donc, j'étais à un moment dans ma vie où j'en avais un peu marre de Paris, c'est vrai. Et je me disais, tiens, si je signe,
est-ce que ça vaut encore le coup de vivre dans ces conditions-là? Parce que Paris, c'est très cher, c'est très cher. Je vivais dans un petit 2 pièces, quoi, avec mes enfants, donc c'était quand même vachement, c'était pas facile, quoi, en fait. Hein. Et puis, avec un livre, on ne devient pas riche. Hein, donc c'est le livre dont je vous parle, c'est Mon père, ma mère, Allah et moi. Et donc, je me dis, tiens, voilà, et on commence à reparler par MSN. MSN, c'est ça, ouais. Vous savez, MSN, là, qui a plus, là, aujourd'hui. Et en fait, parce que lui, il habitait en Espagne. Et donc, on commence à sympathiser. Évidemment, je lui parle de mes angoisses, je lui parle et je me laisse aller parce qu'il faut savoir que comme je le connaissais, mais pas profondément, en fait, mais que je connaissais autour de lui des gens et qu'il avait une réputation d'un mec bien, en fait. C'est aussi pour ça que je suis tombée dans le panneau. D'un mec bien, et son attitude c'est un mec bien, posé, sérieux, calme, tout ça. Et je me dis, en plus, il était de mon quartier en Belgique. J'avais des points en commun avec lui que je ne trouvais plus dans les hommes de Paris. Et pourtant, alors je peux vous dire, pour être sincère, je vais vous dire, je ne suis pas une victime, hein, en fait. Hein. Oui, j'ai connu 2 PN, et puis mon père devait être PN, entre autres. Mais je veux dire, je ne me la joue pas, oh, j'étais victime. Non, non, ça, c'est même pas ça. Parce que moi aussi, j'ai fait pleurer des hommes, je dois l'avouer. Il faut que je sois sincère, j'en ai fait pleurer des hommes aussi. Et des hommes m'ont fait pleurer. Donc, au final, c'est de bonne guerre. Je n'ai rien contre les hommes. Moi, j'aime les hommes. Vous voyez? Donc, alors, je vais continuer. Il y a un camion qui passe. Et donc, je me dis, tiens, j'irai bien. Puisque lui, oui, voilà comment il se présentait. En fait, il était en Espagne et mais il vivait en Belgique avant. Hein. Donc, depuis cette année, il était en Espagne avec ses parents. Il était retourné avec ses parents qui étaient très âgés. Et il avait sa mère qui était morte. Victime. Mère morte, pardon. Sa mère qui est décédée. Déjà, oh, le pauvre, le pauvre. Vous voyez le truc, hein? Oh, il n'a pas de maman, sa maman est morte, le pauvre. Et son père, très âgé, donc lui, il disait qu'il s'occupait de son père. Et qu'est-ce que moi je me dis? Je dis, mais attends, Farah, quel mec bien! Il s'occupe de son père, il s'est occupé de ses... Parce qu'il me l'a vendu comme ça, lui, hein? Ah bah oui. Donc moi, je le crois. Il vit avec son père, et donc... on commence à discuter, on se voit quand? Donc, lui, il ne pouvait pas venir à Paris. Donc, j'étais obligée, moi, d'aller en Espagne, puisqu'il avait son père, son vieux père, il fallait lui donner ses médicaments, blablabla. Donc, alors, me voilà partie en Espagne. Hop, je vais en Espagne. Il vient me chercher à l'aéroport. Alors, j'étais bien, évidemment, bien habillée, tout ça. Il me regarde avec des yeux, j'étais vraiment... J'étais waouh, la Farah waouh, vous savez. Alors, ça touche, hein, ça fait plaisir. On se dit waouh. Et lui, chaque fois, il disait waouh, je suis avec Farah. Il flattait mon ego à mort, quoi. Et moi, je tombe dans le panneau comme une conne, vraiment. Et hop, la flatterie et l'ego. C'est pour ça maintenant, je me méfie quand même. Hein, pas trop flatter mon ego parce que c'est pas bon. C'est pas bon. Après, l'ego, il grandit, il grossit et on devient imbuvable. Et donc, en fait, au fur et à mesure, oui, non, la première fois, et là, c'était un signe, mais j'aurais dû prendre ma valise et me casser. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je regarde si j'enregistre bien, ok. Et donc, on va faire des courses. Et, attendez, on va faire des courses et il prend un rouleau de papier de toilette. Et il dit, ah ouais, maintenant qu'on est 3, faut du PQ. Pour se laver le cul ou un truc comme ça, un truc dans le genre. Là, je me dis, oh, hein, oh, hein, c'est quoi? Comment il passe? C'était assez... voilà, le premier jour qu'on se revoit, parce qu'on s'était déjà vu quand on bossait ensemble. Hein. Et donc, on arrive chez lui, donc, à la maison, après les courses. Premier jour que j'arrive, hein, je crois que j'ai dû arriver vers 17-18 heures, le temps d'arriver chez lui. Et qu'est-ce qu'il me dit? On est dans la cuisine, il me dit, tu cuisines. Et j'ai dit, mais non, attends, premier jour, il me présente son père. Je suis gênée, moi je suis quand même un peu timide. Et qu'est-ce qui se passe? Il me demande de cuisiner, quoi. Alors moi j'adore cuisiner, mais là j'avais la pression, quoi. Je me dis, mais est-ce que ça va plaire à son père? Est-ce que ça va lui plaire? Mais alors vraiment, il m'a dit ça, tu cuisines. Vous voyez le truc? Si vous avez connu un pervers narcissique, ça va vous parler.
Et là, à ce moment-là, j'aurais dû me dire, Farah, dégage. Parce que directement, voilà, il avait mis le truc. Je suis l'autorité, tu m'écoutes. C'est ça un peu en fait, hein, ce qui s'est passé. Alors je cuisine, bon voilà, et puis on commence, je fais des allers-retours, puisque lui, avec son père, par la suite en fait, qu'est-ce que j'ai compris? En fait, oui, en fait, c'était pas pour s'occuper de son père, c'est parce que lui, il voulait pas bosser en fait, le mec. C'était un gros fainéant, un gros cul là, sur sa chaise, à jouer à la PlayStation. Vous voyez, il jouait à la PlayStation dans son monde, mais des heures. C'est pas juste un peu, c'est des heures. Parfois, moi, parce qu'on était tout le temps dans la chambre, vu qu'il y avait son père dans le salon, tout ça, il était un peu bizarre, son père. Et je pense que son père, en y réfléchissant bien, c'était un PN aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai eu 2 PN pour le prix d'un, en fait. Et comment ils m'ont manipulé? C'est que moi, j'ai commencé à les aider. J'ai commencé, alors moi que j'aime pas spécialement nettoyer, je le fais parce qu'il le faut, mais c'est pas trop mon truc quoi en fait. Cuisiner j'aime, mais pas tous les jours, putain, pas tous les jours. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi je me suis dit, ah voilà, hein, l'infirmière, hop, l'infirmière, la sauveuse, quand je vous parle du triangle de Cartman, sauveuse, bourreau et victime, eh bien, j'étais celle qui allait les sauver, puisqu'il n'y avait pas eu de femme depuis, parce que sa mère était morte quelques années auparavant, donc on voyait bien qu'il manquait de femmes, d'un peu de touche féminine aussi. Donc, moi, en plein, j'ai plongé dedans, je me suis donnée, mais à fond, j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné. Ils m'ont pris, ils m'ont pris, ils m'ont pris. J'ai donné, j'ai donné, j'ai donné, ils m'ont pris, ils m'ont pris. Je peux continuer comme ça pendant des années. Pendant des années, je peux vous dire ça. Et ensuite, j'ai pris ma petite note, hein. Mes petites notes pour vous parler de quelques trucs. Alors, comment ça s'est passé? Les conversations sur MSN, vous savez, tous les jours sur MSN quand j'étais pas en Espagne, puisque je faisais à peu près tous les 2-3 mois un voyage en Espagne. Parfois, je restais 2 semaines, il m'est arrivé de rester 1 mois, il m'est arrivé de rester 3 mois. Vous voyez, c'est vraiment la navette entre Paris et entre-temps, j'ai signé mon livre. Et en fait, à partir du 2e, 3e mois hein, qu'on était ensemble, il a commencé à injecter son poison, petit à petit. Mais c'était tellement subtil. Vous savez, parce qu'au début, j'étais la meilleure. Farah, c'était la meilleure. Farah, c'était la plus belle, même si je ne suis pas la plus belle, mais bon. Farah, c'était la plus waouh, quoi, en fait. J'ai été waouh. Mais qu'est-ce que vous voulez? Bien sûr qu'on tombe dans le piège. Quand un homme vous dit t'es waouh, bah t'es waouh, tu y crois toi en fait, parce que tu veux y croire. Et petit à petit, entre ces compliments, c'était quand par exemple je donnais mon avis, parce qu'on parlait parfois de politique, on parlait parfois de sujets de société, ou parfois on parlait de conneries aussi, eh bien on déconnait beaucoup, hein, attention. C'est ça aussi qui, et au niveau sexuel, c'était assez top quoi, au début. Hein. Et donc, petit à petit, il injectait son poison. C'était, oh ben tiens, on dirait, parce que moi je lui disais, attends, tu me laisses un peu le droit de penser comme moi je veux, et je ne suis pas obligée de penser comme toi tu veux, d'avoir les mêmes opinions que toi. On peut en discuter, quoi, comme des adultes. Et parfois, alors, il disait, moi je lui disais, j'ai un cerveau, tu sais, et il me disait, parfois j'en doute. Vous voyez, tous des trucs comme ça. Ou alors parfois, mais t'es folle, mais comment tu penses, toi? Vous voyez, et chaque fois me remettre la faute sur moi. Donc c'était vraiment, ça s'est vraiment passé petit à petit et subtilement, et c'était vraiment insidieux. Parce que vous pensez bien que si dès le début, un mec se comporte comme ça avec moi, mais je le jette, c'est next. C'est next. Je n'étais pas après mon premier homme, hein. Comme dit Bernard Mabie quand il parlait de Carla Bruni, ça me fait trop rire ça. Elle en a déroulé du câble, bah, j'en ai déroulé aussi du câble. Alors ça peut être vulgaire, mais enfin c'est comme ça, j'ai de l'expérience quoi. J'ai 48 ans, c'est pas mon premier mec quoi. Donc en fait, ce qui se passe, je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais bon voilà, je me lâche. Et donc c'est pour ça en fait, c'est tellement... Et alors qu'est-ce qu'il y avait encore? Il me parlait... Enfin... Voilà, il haussait le ton. Et parfois, alors, il piquait des crises, en fait. Mais moi, en fait, vous savez, quand quelqu'un crie, je déteste ça. Je déteste quand des gens crient. Ça, c'est un truc, moi, je me bloque, je me fige. Stop, tu m'as plu, je suis fermée. Et lui, en fait, il piquait des crises. Mais je ne disais rien, pourquoi? Parce que j'avais le père, moi. J'avais un vieillard, en fait.
Et moi, j'aime pas qu'un vieillard, ça commence à crier. C'était pas bon non plus pour... parce que je savais pas qu'il était PN, évidemment. Hein. Bah, je pensais bien que... Et donc, quand j'ai dû faire un petit break parce que mon fils est passé, donc j'ai dû mettre sur pause. Et donc, quand je vous parlais de la PlayStation, pourquoi je vous parle de la PlayStation? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'en fait, quand je venais en Espagne, pour lui, c'était, je devais l'aider en fait. Parce que lui, il n'en pouvait plus en fait. Il n'en pouvait plus avec son père. Et donc, son père, qui est un PN, hein, mais ça c'est clair. Vraiment bizarre le père. Hein. Vraiment renfermé, tout ça, et vraiment à profiter tous les deux, ils profitaient de moi en fait. Et après, quelques temps après, vous savez ce qu'il me disait? Il me disait, mais quand tu viens ici, voilà, c'est pour m'aider quoi, c'est normal. C'était normal en fait, tout lui était dû. Et qu'est-ce que j'ai fait? Comme il jouait tellement à la PlayStation, que je devenais transparente, j'étais vraiment un objet. C'est comme un meuble, vous savez, un meuble. Donc moi je venais, je faisais le trajet pour venir, je prenais l'avion de Paris jusqu'en Espagne, à devoir l'aider, on ne sortait jamais. Aller boire un verre, oh mon Dieu, il n'aimait pas ça. Oh, je n'aime pas boire un verre. Tout ce que j'aimais, il n'aimait pas. Évidemment, c'est ça le pervers narcissique. Il ne veut pas faire plaisir. Donc, je commençais à m'éteindre. Je voyais bien, je commençais vraiment à m'éteindre. Cette lumière que j'avais, elle commençait petit à petit à s'éteindre. Mais la chance que j'avais, c'est que je rentrais chez moi après. Donc, ça me permet d'avoir un petit peu de distance et quand même, je me rebellais. Je n'étais pas totalement sous son emprise, ni financièrement, ni... Et donc, j'ai perdu quand même beaucoup d'argent parce que quand je n'étais pas à Paris, je ne pouvais pas bosser. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec la PlayStation? Il jouait beaucoup à Tomb Raider. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tous ces jeux, en fait, les jeux auxquels il jouait étaient des jeux de stratégie. Et je me souviens aussi que je lui disais, mais moi je ne comprends pas pendant des heures que tu puisses jouer comme ça à la PlayStation. Je ne viens pas ici pour te voir jouer à la PlayStation, quoi. Et lui, il me disait, mais non, non, non. Quand je joue à la PlayStation, je travaille. Non, mais vous le croyez, ça ou pas? Et moi, je disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et moi, je pensais à la musique, puisque s'il était censé faire la musique, bien qu'il faisait plus de musique, hein. Il en faisait pratiquement plus. Hein. Moi, je ne le voyais jamais faire de la musique. Et puis, comme moi, j'étais chanteuse, on aurait dû bosser ensemble. Si, quand un compositeur et une chanteuse se rencontrent, ils bossent ensemble. Quand c'est un couple, ils bossent ensemble, ils font des choses ensemble. Lui, rien, parce qu'il savait que j'avais envie d'un peu, mais juste pour comme ça, pour le fun, quoi, en fait. Qu'on fasse des morceaux, rien, il voulait pas. Donc, vraiment, tout ce qui pouvait me faire plaisir ou me rendre heureuse, là, vous voyez, sous le nez. Donc, il me disait, je travaille. Mais il répondait à côté, ça n'avait aucun sens en fait. Et qu'est-ce qui se passe quand on vous répond, quand on vous donne des réponses, soit c'est à côté de la question, soit ça n'a aucun sens, vous commencez à utiliser votre cerveau et mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Et j'étais là à passer des heures en fait à me dire, mais ça veut rien dire ce qu'il dit, et à moi-même me remettre en question. Parfois il me disait, mais t'es folle. Vous voyez? Donc, alors, avec Tomb Raider, qu'est-ce que j'ai fait? Un jour, je me suis dit, bon, je vais un peu me faire remarquer. J'ai acheté je l'ai encore à la maison, le costume de Tomb Raider. Je suis allée dans la salle de bain, je me rappellerai toujours. Je suis allée dans la salle de bain et je lui ai dit, je te prépare une surprise. Attends, vous savez, là, à la Farah, je te prépare une surprise. Donc, je mets le truc Tomb Raider parce que il me regardait presque plus. C'est pas agréable pour une femme, quoi, en fait. Nous, on aime bien qu'on nous dise qu'on est belle. Tiens, t'es mignonne comme ça. Oh, j'aime bien tes cheveux comme ça. Ou voilà, on a besoin de compliments quand on est une femme. Et parce que ça, ils sont radins des compliments. Hein. Ça, c'est autant au début, mais après, c'était terminé. Hein, plus rien. Hein. Donc, me voilà habillée en Tomb Raider. Bon, ça m'allait plutôt bien. Hein. Là, je me la pète un peu. Ça m'allait plutôt bien. Et j'ouvre la porte de la salle de bain et il me regarde et il me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Bah j'écoute. Parce que non, je lui avais dit avant, tu veux jouer? J'ai préparé un jeu, un peu d'imagination. Parce que moi j'adore, comment dire, j'aime bien quand c'est un peu pimenté, quoi, quand c'est un peu piquant dans une relation. Et donc, me voilà en Tomb Raider, franchement, j'étais une bombe. J'étais une bombe. Et je vous parle de ça il y a 6-7 ans, quoi. Ouais, c'était il y a 6, ouais, maintenant, ou il y a 8 ans, enfin, allez, ou 7 ans et demi, bref. Et donc,
il me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai dit, ben, écoute, tu joues tellement à la PlayStation avec Tomb Raider, avec Lara Croft, que je me suis dit, je vais mettre le costume. Bon, après ça, ça a un peu fonctionné, voilà. Mais vous voyez tout ce que j'ai dû faire pour qu'il me regarde, quoi, en fait. Il n'y a pas pire que quand tu aimes un homme qui ne te regarde plus et qui regarde les autres. Parce que ça aussi, qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? Pendant 1 an, il m'a parlé d'une ex d'il y a 20 ans. D'ailleurs, c'était une des relations les plus longues qu'il avait eues pendant 4 ans. Après, ça a été moi, 6 ans, ouais. Mais chaque fois, il me parlait de son ex. Oups, mon papier. Il me parlait de son ex. Mais c'est vraiment le truc qu'il ne faut pas faire, quoi. Et moi, à chaque fois, donc il devait certainement voir ma tête que ça me gonflait. Et à un moment donné, un jour, je lui ai dit, écoute, est-ce que quand je viens en Espagne, c'est possible que tu arrêtes de parler de ton ex? Et qu'est-ce qu'il m'a fait aussi? Pendant 1 an, hein, il m'a dit, elle va peut-être venir me voir en Espagne. Et comme il n'y avait que 2 chambres, donc il vivait chez son père, la chambre de son père et sa chambre à lui, avec 2 lits séparés, parce qu'en Espagne, c'est beaucoup des lits, des petits lits en fait, hein, des lits d'une personne dans les chambres supplémentaires. Et il m'a fait croire donc qu'elle viendrait, mais c'était possible qu'elle vienne. Moi, je lui avais dit, écoute, moi, c'est pas possible, quoi. Si elle vient et que tu dors dans la même chambre, c'est hors de question, tu m'oublies, moi je ne pourrais pas, ça c'est au-dessus de mes limites, quoi. Il m'a fait chier, j'ai rêvé, je faisais des cauchemars de ça. Je faisais des cauchemars qui me trompaient en fait avec elle. Vous voyez? Alors qu'en vérité, je ne suis pas spécialement jalouse, je peux l'être un tout petit peu, mais pas... et là, je commençais à devenir jalouse, maladive, parce qu'il entretenait cette jalousie, il me faisait tout pour me rendre jalouse. Et alors, qu'est-ce qu'il faisait aussi? À chaque fois à la télévision, il disait « Ah, elle est belle celle-là, waouh, comment elle s'habille celle-là » ou alors dans la rue « Ah, oh, t'as vu ses chaussures, oh, t'as vu » Donc vraiment, qu'est-ce que ça veut dire quand on te dit ça? Ça veut dire, bah toi, tes chaussures, elles sont pas top, ou tu t'habilles pas bien, ou tu... Vous voyez? Donc il était vraiment... Mais ça a été un enfer, une descente aux enfers incroyable. Et... en fait, ouais, en ce qui concernait l'engagement aussi, oh là 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 là. Lui, alors il y a les pervers narcissiques qui s'engagent directement trop vite, mais lui, il a joué sur le truc, je m'engage pas, attends, il faut attendre. Et moi, je me souviens au début que je lui avais dit, mais attends, ton père, tu vas t'en occuper jusqu'à sa mort, ok? Bien, mais si dans 2-3 ans, il est toujours là, on fait quoi? Parce que moi, je voulais quand même un engagement. Je veux savoir où je vais. Après quelques mois, hein, bien sûr. Hein, après 1 an, quoi, on a commencé... Enfin, moi, j'ai commencé à en parler. Parce que, oh, on va où, quoi, après... Enfin, entre 6 mois et 1 an. Ce qui est complètement légitime. Hein, les filles, ou même les hommes, si après 6 mois, un homme ou une femme, il ne sait pas ce qu'il veut, c'est pas normal, cassez-vous. Hein, parce que sinon, je veux dire, après 6 mois, on sait si on a envie de construire avec cette personne ou qu'on n'a pas envie de construire avec cette personne. Donc lui, il retardait. Et alors, ce qu'il y avait aussi, c'est que chaque fois que je voulais parler d'engagement, il fuyait le mec. Ou alors il s'énervait, ou alors il disait, mais on en parlera plus tard. Ou il fuyait, vous voyez, fuyait le regard, toujours fuir, et hop, souvent me parler comme ça. Ou parfois, il jouait à la PlayStation. Voilà, moi, j'étais là, il me parlait comme ça, donc il parlait à la télé, quoi, en fait. Et pas à moi. Vous voyez, souvent, il me faisait ça. Et en fait, il m'avait dit, bah alors, on vivra ensemble. Bah, j'ai dit, ok, donc puisqu'il y a un engagement, hein, entre guillemets, qui était vraiment pas non plus très net et pas très clair, oh là là, quand je pense, mais l'enfer. Et donc, le truc, c'est que l'emprise, elle a été assez rapide. Hein. C'est dans les 2-3 mois l'emprise. Hein, parce qu'il crée le manque. Et je me rappelle que quand j'étais à Paris, il me manquait un truc de fou. C'était vraiment une drogue, quoi, en fait. Et alors, petit à petit, bon, plusieurs fois, on s'est séparés parce qu'il ne s'engageait pas, en fait. Hein. Il me racontait des conneries, quoi, en fait. Et puis, il était méchant. Donc après, je voulais le quitter chaque fois. Un jour, je l'ai quitté après 1 an, je crois, après 1 an déjà, 1 an et quelques. Et alors là, je l'ai vu complètement basculer. Le mec, un gosse, quoi. Vous savez? Et alors, ouais, je sais pas, il m'avait dit, j'ai failli, ce qu'il a dit, hein, j'ai failli venir à Bruxelles pour te demander en main. Oui, parce qu'entre-temps, j'étais revenue à Bruxelles, ça je ne vous ai pas dit.
3 ans, donc 2 ans après l'avoir rencontré, j'étais revenue à Bruxelles 3 ans, puis après je suis venue en Espagne. Donc, il m'a dit, oui, j'ai failli venir pour te demander en mariage, tout ça. Hein? Alors, quand on quitte un homme, ou qu'on quitte, enfin ouais, pas une femme, mais quand on quitte un homme et que l'homme il vient te demander en mariage, n'acceptez jamais, 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 parce que on fait pas une demande en mariage quand on est en dispute, on fait après une dispute pour récupérer la personne. C'est une demande en mariage, ça se fait quand on est bien avec la personne, qu'on est cool, et pas pour essayer de la récupérer. Et aussi, entre-temps, j'en ai parlé dans une autre vidéo, entre-temps, je suis tombée enceinte, et lui, en fait, il voulait pas d'enfant, mais il me disait plus tard, attendons encore plus tard. Mais comme en plus je me protégeais pas, il le savait très très bien, donc je suis tombée enceinte. Et en fait, quand je suis tombée enceinte, donc j'étais en Espagne et il me dit, tu sais, on va pas pouvoir garder cet enfant. Moi, je suis là avec mon père, tout ça. Et là, vraiment, j'étais mal, hein, parce que les pervers narcissiques, ils sont incapables d'être de bons pères. Et ce ne seront jamais de bons pères. Et donc, et lui, tout ce qui était engagement, tout ce qui est problème, pour lui, c'était des problèmes, en fait. Évidemment, ce qui se passe, c'est qu'un pervers narcissique, il veut être, lui, le numéro un, le number one. S'il y a un enfant, il sait très bien qu'une femme, quand elle va avoir un enfant, elle va porter son attention sur l'enfant et lui ne sera plus alors la personne. Et c'est ça, lui, c'est ça qu'il avait peur en fait. C'est en voyant ça aussi que j'ai compris par après. Donc en fait, on discutait et je me souviens, on était dans la chambre et il me disait, tu sais, et moi je disais, ben non, avorter, je n'aurais pas pu avorter en fait, c'était impossible que j'avorte. Et je reviens à Bruxelles et ben, c'était juste avant de prendre un appartement, je me souviens, voilà. Et je reviens de prendre un appartement à Bruxelles, c'était à cette époque-là. Et donc, il me foutait la pression, donc sur MSN, hein, vous savez, hein, qui est Messenger maintenant, MSN. Et alors, il me mettait une pression de malade tous les jours. Donc, j'étais enceinte de 2 mois, je crois, ouais, de 2 mois. Une pression de malade. Ben oui, je me souviens que j'ai déménagé de Paris à Bruxelles en étant enceinte. Et donc, à ce moment-là, il y a un moment donné, il me dit, tu vois, on discute et on commence à se disputer, évidemment. Moi, j'étais contente d'être enceinte, c'était génial pour moi. Mais lui, il me gâchait tout, en fait. Et il me mettait une pression, j'étais en pression totale, hein, complète. Je n'ai jamais vécu une pression, enfin, d'autres aussi quand j'étais en Espagne avec son père, parce qu'après, ça c'est avec son père, waouh! Il était vraiment méchant, hein, son père. Parce qu'il était jaloux, son père, en fait. Parce qu'il avait peur que je prenne son fils comme ça. Il avait peur parce qu'il s'en occupait plus comme quand il était seul, en fait. Donc, je suis enceinte et à un moment donné, il me dit, par MSN, débarrasse-toi de cette merde. Alors, tu imagines, hein, toi, tu es enceinte, tu aimes ton bébé déjà. Il est dans ton ventre. Tu l'aimes. Et on te dit, débarrasse-toi de cette merde. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer quelle violence c'est qu'on vous dise ça. L'homme qui est censé vous aimer vous dit, débarrasse-toi de cette merde. Et donc, moi je lui avais dit, c'est super d'être enceinte, mais c'est l'enfer de l'être de toi. Et donc, il me disait donc, débarrasse-toi de cette merde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme quoi la vie, hein, la vie, la nature, on va dire, certainement qu'il y avait certainement quelque chose qui n'allait pas avec le fœtus, mais plus la pression. Donc j'ai fait une fausse couche en fait. J'ai fait une fausse couche quelques jours après. Et ça a été très difficile, vraiment, ça m'a vraiment choquée parce que j'ai perdu beaucoup de sang et je croyais que j'avais perdu le fœtus. Je suis allée à l'hôpital et ils me disent non, il est toujours là, mais en fait il était mort, quoi. Son cœur ne battait plus. Donc j'ai dû prendre un médicament pour le faire sortir naturellement. Et donc c'était horrible, quoi, horrible. Et là j'étais toute seule, enfin lui il était pas. Et donc j'ai bien vu qu'il était content, évidemment, hein. Et quand je suis retournée en Espagne, son père, enfin non, il m'a dit que son père dit
à Farah que je suis désolée, je suis triste. Donc ça veut dire qu'ils avaient parlé ensemble de ça avec son père. Et son père, comme c'était un PN, il a dû bien, hop, peur, hein, le père. Il se dit, elle a un enfant, famille, ils vont me laisser, ils vont me... Vous voyez un peu le genre de truc. Oh, déjà elle, plus maintenant un enfant, où moi je vais me situer. Donc il avait peur de ça, le père, en fait. Et donc, comme quoi, je vais vous dire une chose, hein. Moi, respect pour les personnes âgées. Respect pour les personnes âgées. C'est vraiment ça. Mais quand une personne âgée est PN et qu'elle est vraiment maléfique, comme mon ex était maléfique, parce qu'ils sont vraiment diaboliques, eh bien là, je suis désolée, mais allez... non, je ne vais pas dire de gros mots, mais vous savez ce que je pense. Hein. Ciao, quoi. Hein. Donc, pour vous dire qu'après, j'ai commencé à voir leur jeu. J'ai commencé à voir aussi le fonctionnement qu'ils avaient, eux deux, en fait. Parce qu'il y avait un fonctionnement, un mécanisme dans la relation qui était vraiment malsain, en fait. Et il faut savoir que lui, il n'avait jamais vécu, mon ex pervers numéro 2, il n'avait jamais vécu avec aucune femme, hein, 50 piges. Hein, Donc, qu'est-ce que j'ai fait à un moment? Oui, alors ensuite, moi, j'ai connu l'Espagne et je me suis dit, ben, j'ai envie de vivre ici. J'ai envie de vivre en Espagne. Donc, lui, entre-temps, il était revenu à Bruxelles. Son père était dans une... comment est-ce qu'on dit ça en Belgique, c'est pas un home, c'est dans une maison, mais un chouette truc. Hein, c'est pas comme en Espagne, c'est pas comme en France ou en Belgique, hein, les résidences quoi, seniors, voilà. Et donc, on vient habiter ici. Et ensuite, donc évidemment, lui, il bossait pas, hein. Ben non. Mais son père avait un peu d'argent, donc lui, il prenait l'argent de son père. Et donc, un peu, hein, parce que moi, je payais tout. Moi, je payais tout et je bossais comme une dingue, hein, ça, je peux vous le dire. Hein. Je l'ai vraiment entretenu, quoi, ce mec. Mais le truc, c'est que, comment est-ce que j'ai pu entretenir un homme? Mais parce qu'il m'a manipulé, j'étais sous emprise, parce que sinon, mais moi, je veux bien aider. Je veux dire, quand on a une relation et qu'il y a à un moment donné, l'homme, voilà, où il perd son boulot, où il a, voilà, où sa société fonctionne pas. Ok, on est une équipe, je t'aide. J'ai de l'argent, je vais prendre le relais pendant quelques mois, le temps que tu te redresses. Mais là, c'était jamais bosser. Mais lui, il me faisait croire qu'il allait bosser. Alors, une fois, c'était dans la musique. Oui, mais je bosse avec eux, je veux gagner de l'argent. Puis une autre fois, ouais, je vais chercher un boulot, mais il cherchait jamais de boulot, en fait. Il cherchait jamais. Et quand je disais, mais tu vas pas chercher un boulot? Ouais. Vous voyez, il s'énervait, Oui, il me disait oui. Donc, en fait, il se foutait, mais totalement, totalement de ma gueule, quoi, en fait. Et c'est vraiment très difficile, c'est pas facile à expliquer. Il faut vraiment avoir vécu cette emprise, qu'on soit un homme ou une femme, avec une perverse narcissique ou un pervers narcissique, ou avec un parent, ou avec, ça existe avec des enfants, des cousins, des oncles, voilà, des collègues de travail. C'est tellement insidieux et subtil, puis c'est petit à petit. Hein. Et donc, il m'a vraiment sucé la cervelle à mort, quoi. Il y a un pigeon, en fait, qui fait du bruit, là. Il y a un pigeon qui vient, il y a une assiette avec un petit morceau de gâteau, donc ça, le bruit, si vous entendez du bruit. Alors, nous voilà en Espagne, c'est top, hein, moi j'adore l'Espagne, tout ça. Je continue à bosser, je travaillais sur une plateforme de coaching à l'époque, hein, payé à la minute. Et donc, je travaillais aussi avec le Canada, donc je travaillais aussi les nuits. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, on m'appelle, hop, je coach. Je travaillais jour et nuit. J'étais morte de fatigue. Et qu'est-ce qui se passe? Il me ramène le père dans l'appartement. Enfin, c'était un duplex. Donc, il y avait lui, il y avait mon fils, et il y avait son père et lui. J'avais de nouveau les deux PN. Mais les deux PN dans ma maison, dans mon truc. Et donc, le père payait la moitié du loyer, moi la moitié du loyer. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, écoute, on va partager en 3. Toi, tu vas payer 2 parts et moi, je vais payer une part parce que je ne travaille pas. Non, mais attendez. Donc, lui, il ne travaille pas et moi, je devais encore payer 2 parts. Donc, 2 tiers du loyer et des cours. Non, mais il m'a pris vraiment pour une tarée. Là, je dis stop. Hein. Non, je ne suis pas une pigeonne quand même à ce point-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand son père, en fait, après son père, ça n'allait vraiment pas. Moi, je vivais l'enfer, quoi. Il m'espionnait, il venait me surveiller. Alors, je vous ai pas dit le truc quand il entrait dans la chambre. Vous savez, quand on était dans leur appartement, le père, il entrait dans la chambre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a surpris. Bah, je ne vais pas vous donner des détails. Hein. Quand on faisait l'amour, bah, il nous a surpris. Puis quand je faisais quelques gâteries,
J'étais seins nus, il est entré dans la chambre comme ça, quoi. Aucun respect, quoi, le père. Putain, on est des adultes, on a quand même, on fait des choses, quand on ne se regarde pas dans le blanc des yeux. Donc voilà pas que le beau-père me surprend avec les seins à l'air et en train de faire une gâterie à mon mec, quoi. Mais j'étais gênée. Donc en fait, mais aucun respect. Voilà, il ouvre la porte sans frapper, hein, hop. Et plusieurs fois, et moi je me suis fâchée plusieurs fois sur ça, sur ce thème-là, j'ai dit, écoute, dis à ton père que ça suffit, il ne faut pas qu'il fasse ça, quoi. Moi, c'est la honte pour moi. Mais la honte totale. Et lui, il n'osait pas en fait affronter non plus son père parce que certainement, peut-être qu'il y avait quand même. C'était un drôle de rapport, vraiment très malsain, quoi. Et donc, je reviens en Espagne dans le duplex. Donc, où je vis en Espagne, son père est dans la maison de repos. Parce que moi, je dis après un moment, c'est terminé. Moi, c'est bon, j'en peux plus, quoi. Hein. Je n'en peux plus. C'était invivable. On ne pouvait pas sortir. Il y avait une tension. Et c'est là la deuxième tension dont je vous parlais. Or, quand j'étais enceinte, enfin, une pression. J'avais des palpitations au cœur. Souvent, j'avais l'impression, mais c'était des angoisses, hein, j'avais l'impression que j'allais faire une crise cardiaque tellement j'étais sous pression, sous tension. Il ne faut pas oublier que je travaillais pratiquement jour et nuit, je dormais 3-4 heures. Et qu'est-ce qu'il faisait, lui, quand je dormais? Quand je pouvais un peu dormir, il jouait à la PlayStation dans la chambre, dans le lit. Donc dans la chambre, j'avais la lumière. On sait qu'avec cette lumière de la télévision, ça empêche de dormir parce que ça empêche la mélatonine de produire de la mélatonine, et c'est ce qui fait qu'on dort, quoi. C'est l'ordre qui dit au cerveau, c'est l'heure de dormir. C'est comme ça qu'on s'endort, en fait. Donc, moi, je lui disais, arrête, quoi. Arrête ta PlayStation, ça me gonfle. Et il me disait, parce qu'on avait après une autre chambre, va dormir dans l'autre chambre. Donc, en fait, rien à foutre de ma gueule, quoi. Rien à foutre. Mes attentes, mes désirs n'existaient pas. Il n'y avait que lui. Donc, tu as le mec qui bosse pas, le mec qui te fait chier la nuit, il joue à la PlayStation. Et moi, je me souviens, il y a des moments où j'ai pété un câble, quoi. Et c'est sûr que si on voit ça de l'extérieur, on se dit, mais elle est folle, cette fille. Elle est folle. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il allait chercher en moi il avait cet art je devenais mauvaise, quoi, en fait. Et c'était pas moi je voulais pas, enfin, on a tous du bon et du mauvais en soi, mais je voulais pas, moi, aller dans ce truc-là, dans ce truc mauvais, dans ce truc de haine, de colère, parce que avoir de la colère envers les autres, c'est avoir la colère envers soi-même, en fait, hein, c'est ça. Hein. Donc, en fait, et lui, après son père est mort, et qu'est-ce qu'il faisait? Il allait de temps en temps, voilà, Bruxelles. Il allait chez son frère, Bruxelles, disparaissait, hein, puis il revenait, soi-disant pour la musique. Seulement, il ramenait jamais d'argent à la maison. Hein. Donc, je ne sais pas ce qu'il faisait. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il allait chercher ses proies, il entretenait ses proies, quoi, en fait. Et il sentait que je commençais à en avoir marre. Et ensuite, comme le duplex a commencé à devenir trop grand, puis c'était cher, et qu'il ne bossait pas, j'ai dit, écoute, on va déménager. Moi, je ne peux pas rester là à payer ce loyer, quoi, avec des chambres vides. Et donc... j'ai déménagé et j'ai commencé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, j'ai commencé à moins gagner d'argent. Pourquoi? Parce que j'étais pas bien, j'étais fatiguée, j'étais pas bien, donc mon chiffre d'affaires, il a chuté. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc, il est allé de plus en plus à Bruxelles. Et après, il préparait sa sortie, le mec. Il préparait sa sortie. Et quand j'ai pris l'appartement, en fait, l'autre appartement, un peu plus petit, qui est grand, mais qui est plus petit, je lui ai dit, on met à nos deux noms. Et lui, il a dit, non, tu vas tout mettre à ton nom. Non, moi, je ne paye plus rien. Et je dis, ok. Et là, je me dis, ok, il prépare sa sortie, le mec. Il prépare sa sortie. Et après, j'ai dit, non, je ne suis pas d'accord. Mais après, j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, parce que si je veux qu'il se casse, je ne veux pas qu'il ait le nom sur le bail. Et ce qu'il faut savoir aussi, attendez, j'en ai une bonne encore. Quand on a pris l'appartement, le duplex, et que son père allait venir... Il voulait mettre le bail juste à mon nom. Donc moi je payais la moitié, lui payait la moitié de la garantie et moi je payais les camions. Ça revenait à peu près au même. Donc je payais la même somme en deux. Mais moi j'étais seule. Hein. Et donc lui avec de l'argent de son père, hein, évidemment. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit on va mettre le bail à mon nom. À mon nom. Non, pire. Ça j'avais zappé. Le bail au nom de son père et à son nom, et moi, j'étais aval, en fait. C'est-à-dire que s'il ne payait pas le loyer,
c'était moi qui devais payer. Vous voyez le truc? Et donc la garantie à leur nom. Ensuite, là, j'ai pas été conne. J'ai dit, tu vas me changer ça. J'ai dit, moi, je vais pas être aval. On va mettre ton nom et mon nom. Et on va mettre tout. Donc la garantie aussi est à nous. Alors lui, il gardait les sous. Après, il les récupérait. Et moi, je gardais plus rien du camion de déménagement, quoi. Donc en fait, au deuxième appartement, donc je l'ai mis à mon nom parce que je sentais bien qu'il préparait sa sortie. Et moi, je commençais à en avoir marre. Même si j'étais sous emprise encore, mais de moins en moins. Puisque j'ai eu de la chance d'avoir une distance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, je me suis dit, il était à Bruxelles depuis 2-3 mois, et je lui ai dit, écoute, moi, je peux plus t'entretenir, là, c'est terminé. Je ne gagne plus assez, c'est pas possible. Et alors, il m'a dit, non, je rentre. Il me dit, je vais rentrer en Espagne. Hein. Et moi, je lui ai dit, non, tu ne vas pas rentrer parce que je ne vais pas t'entretenir. Avec quel argent? Tu n'as pas d'argent, moi, je paye plus pour toi, c'est terminé. Et je me souviens qu'il m'a dit, mais je ne coûte pas cher. Tu coûtes pas cher, mais ta bouffe, en plus de l'électricité, en plus du gaz, en plus la nourriture, les cigarettes. Non mais attends, tu coûtes pas cher, mais il est fou quoi le mec. Et donc après je me suis dit, mais Farah, attends, réveille-toi un peu. Le mec il se fout de ta gueule. Et qu'est-ce que j'ai fait? Comme je sais que j'étais encore sous emprise, j'ai envoyé un message et je lui ai dit, tu viens prendre tes affaires. J'ai pris toutes ces affaires c'est une sorte de cave, mais tout en haut de l'immeuble, c'est pas vraiment une cave en bas, hein, vous savez, c'est un local. Et je lui ai dit, tu viens chercher tes affaires. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris toutes ces affaires, je les ai mis dans un sac poubelle, des sacs poubelles, n'importe comment. Et je l'ai fait exprès, parce que pour moi, c'était bien un message. Tu m'as traité comme une merde, tu m'as traité comme une poubelle, et bien voilà tes affaires. Et lui, ça l'a gonflé, je savais que ça le gonflerait, que ça lui ferait mal, parce qu'il est toujours propre sur lui, ses affaires, il avait des tocs, hein. Les affaires devaient être mises à une place, et si tu le bougeais, il s'en apercevait le mec. Hein. Donc voilà, en fait, comment j'ai fait. Donc voilà comment, et je l'ai rendu dingue. Et je n'ai pas, quand il est venu chercher ses affaires avec son frère, moi je n'ai pas ouvert, enfin il avait les clés de toute façon, j'ai changé la serrure et je n'ai pas voulu le voir, je n'ai pas répondu, je l'avais bloqué de toute façon partout. Il a essayé de m'avoir par mon fils, parce qu'il y a le numéro de téléphone de mon fils. Il a voulu voir mon fils, j'ai dit tu ne vas pas le voir parce qu'il va essayer de te manipuler. Donc top, il est venu prendre ses affaires et top. Et je lui avais dit, tu n'auras à présent que mon indifférence. Et c'est comme ça depuis. Je n'ai pas lâché. Et je ne lâcherai pas parce que je ne veux plus jamais revoir cet homme-là. Même si maintenant je m'en fous. Mais voilà, là c'est parce que j'en ai parlé, donc évidemment j'ai revécu un peu la situation. Et donc voilà comment, et ça, l'indifférence, il n'y a pas pire pour rendre dingue un pervers narcissique. Alors je vous ai raconté mon histoire, voilà comment j'ai fait. Ensuite a commencé commencer à hacker mon cerveau dans l'autre sens, la reprogrammation mentale. Et donc ça, c'est dans le programme. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment rejoindre ce programme, vous allez dans le lien dans la description, vous verrez le lien bleu, 21 jours. Pourquoi 21 jours? Parce qu'il faut 21 jours pour changer de connexion neuronale, de schéma de pensée. Et tout est là. Donc, comment j'ai fait? Tout est dans le programme et c'est ce que je vous offre, c'est ce que je vous transmets en fait. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, partagez un maximum. Là, je me suis lâchée, j'ai été naturelle, ça plaira ou ça plaira pas. Mais voilà, je sentais que j'avais besoin de faire cette vidéo. Vous pouvez liker, commenter, posez-moi des questions si vous voulez. Et puis, voilà, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Mettez la petite cloche, activez la petite cloche pour toutes les notifications. Comme ça, vous aurez ou mes lives quand je fais des lives ou des nouvelles vidéos. Donc voilà, voilà, c'est à peu près tout quoi. C'était un peu long, hein. Waouh, c'était long cette vidéo, mais enfin voilà, je pense qu'elle est là, et puis comme ça, tout le monde pourra, les gens qui voudront, pourront la voir, et voilà mon histoire, comment j'ai rendu fou le pervers narcissique, et je peux vous garantir, il y a encore d'autres trucs, hein, que je n'ai pas pensé, parce que ça prendrait des heures, mais je peux vous garantir que j'ai inversé la situation, j'ai inversé la tendance. Il est hors de question qu'on se foute de ma gueule. Et c'est pourquoi maintenant, l'homme qui va entrer dans ma vie, il a intérêt à être high level, hein. Ce sera plus un petit con quoi en fait. Donc voilà, allez je vous embrasse, ciao, prenez soin de vous et passez à l'action, ciao.